Naruto, 4ème grande guerre ninja, Madara a gagné. Il active le Tsukuyomi infini et piège la terre entière dans un sommeil éternel. Plus rien ne peut l'arrêter, quand soudain... Zetsu le transperce, le membre le plus mystérieux de l'Akatsuki révèle enfin son vrai visage. Il n'a jamais été aux ordres de Madara, depuis des centaines d'années, il prépare en secret le retour de sa réelle maîtresse, Kaguya Otsutsuki. Ça a fait hurler tous les fans, alors que c'est une des traditions les plus ancestrales des animés, les trahisons. Sur internet, on en voit partout, c'est même devenu un mème, top 10 animé betrayal. Et depuis qu'on a créé cette chaîne, c'est un petit rêve pour moi de donner vie à ce mème. Donc aujourd'hui, on va vous parler des meilleures trahisons qu'on a pu avoir dans les animés. Et évidemment, attention au spoil. La plus grosse trahison de l'attaque des Titans. Bon, ça, tout le monde l'a déjà vu. Reiner et Bertholdt qui révèlent tranquillement à Eren qu'ils sont les titans cuirassés et colossales. Un des plus gros secrets du manga, comme ça, lâché au détour d'une phrase. Ça fait d'autant plus mal que les deux sont des soldats du bataillon d'exploration. Depuis des années, ils s'entraînent avec les héros. On les pensait dignes de confiance, mais depuis tout ce temps, ils complotaient dans l'ombre pour faire tomber les murs, assassinant ceux qui avaient le malheur de découvrir leurs secrets. Une pépite de mise en scène que personne n'a vu venir. Avant ça, Reiner et Bertholdt n'étaient que des personnages de second plan. On n'aurait même pas été vraiment surpris de les voir mourir hors champ. Jamais on ne se serait douté qu'ils étaient si importants. En plus, dans le manga, c'est la fin d'un arc, on est censé faire une pause, mais d'un coup, l'action repart au quart de tour, maintenant c'est clair, les imposteurs peuvent être partout. On avait déjà eu ça une saison plus tôt, à cause du titan féminin. La première mission en dehors des murs est un désastre. En réalité, c'était Annie, leur ancienne camarade, qui est responsable de ce massacre. Et lorsque les héros s'en rendent compte, ils chapeautent un plan pour tenter de l'amener sous terre pour la piéger. Mais elle voit très clair dans leur jeu. Elle finira par se transformer devant tout le monde, semant le chaos dans la ville. Tout ça, on le connaît, mais la vraie trahison de l'attaque des titans, elle arrive bien plus tard. Au début de la saison 4, notre vision de l'attaque des titans a complètement changé. En lisant les mémoires de son père, Eren a appris que les murs qui les protégeaient étaient en fait une prison. Ils sont sur une île, paradis. De l'autre côté de l'océan, l'humanité avance sans eux. Les titans ne ravagent pas le monde, ce sont des Eldiens transformés et utilisés pour empêcher les habitants de paradis de sortir. Depuis le début, les monstres que les héros abattaient étaient en fait leurs frères. Le début de la saison 4 se passe de l'autre côté de la mer, dans une ville nommée Revelio, le joyau du pays de Mar. Falco, un jeune Eldien engagé dans l'armée, rencontre un homme estropié. Les deux discutent et après avoir gagné sa confiance, l'homme lui donne une lettre à remettre à sa famille. Le soir où Mar annonce partir en guerre contre Paradis, l'homme souhaite maintenant voir Reiner, un vieil ami. Falco l'amène à lui, mais Reiner est pétrifié. Cet homme, c'est Eren depuis le début. Et il n'y a pas à dire, il a quand même beaucoup changé. Avant c'était un jeune garçon plein d'énergie et c'est maintenant un grand homme au regard froid et déterminé. À la fin de la saison 3, quand il découvre la vérité sur le monde, il a compris que son but, éradiquer les titans, était vain. Tant qu'un ennemi se dresserait sur sa route, il ne serait jamais libre. Maintenant, il est au cœur de Mar, sous un immeuble rempli de civils, avec une vengeance à assouvir. Reiner le sait, il tente de le dissuader, mais rien n'y fait. Eren se transforme et provoque un carnage. À ce moment-là, Eren a trahi tout le monde. Il a certes manipulé Falco, mais il a surtout dupé tous ses amis. Tout ce plan-là, c'était son idée. Armin, Mikasa, Levi, personne d'autre n'était d'accord, mais il l'a fait quand même, en sachant qu'il finirait par venir le chercher, car il est beaucoup trop important pour Paradis. Mais au-delà de ça, Eren nous a trahis, nous, spectateurs. Quand il se transforme et se met à massacrer les civils, le héros qu'on aimait est définitivement parti. Après une longue descente vers les abysses, il est devenu le monstre qu'il avait juré de détruire. C'est ce qui rend Eren si fascinant. On pense à le connaître, mais on se rend compte lentement qu'on le perd. Et il nous échappe, au point où quand on le retrouve, on a l'impression de ne plus le reconnaître, comme Reiner. Et maintenant, on est tiraillé entre notre envie de le voir gagner et le dégoût qu'il nous inspire. Faire tout ça tout en restant cohérent avec son histoire, c'est franchement un exploit. La plus grosse trahison de Bleach. Quand j'étais adolescent, 3 mangas dominaient l'industrie, le fameux Big 3. Il était composé de Naruto, One Piece et Bleach. Pendant que les deux premiers brisaient tous leurs corps de vente, Bleach lui a révolutionné la manière de faire du shonen. Ichigo est un lycéen comme les autres, à l'exception qu'il voit les gens qui sont morts. Sa vie change complètement quand il reçoit les pouvoirs de Rukia, une Shinigami. Ainsi commence son entraînement pour devenir un vrai dieu de la mort. Problème, donner ses pouvoirs à un humain, c'est illégal, et Rukia est donc capturé et amené à la Soul Society, le monde des Shinigami, là où vont les âmes des humains après leur mort. Ichigo et ses amis partent à sa rescousse, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Les chevaliers du Zodiac avaient les chevaliers d'or, Bleach nous présente les capitaines des 13 divisions. Des Shinigami tous plus badass et originaux les uns que les autres, avec leur escouade, ils forment une véritable armée qui barre la route aux héros. Pendant qu'Ichigo enchaîne les combats et les entraînements, l'un des capitaines, Aizen, est mystérieusement retrouvé mort. Calme, serviable et aimé de ses subordonnés, sa disparition sème le chaos à tous les niveaux. Pire, tous les membres de la chambre des 46, le conseil judiciaire de la Soul Society, sont retrouvés assassinés. La tension monte et personne ne sait vraiment à qui faire confiance
confiance. Des factions se créent entre les capitaines, certains suspectent même Ichimaru Gin, un autre capitaine, d'être l'assassin. On a même des capitaines qui finissent par se battre entre eux, tandis que d'autres Shinigami comme Renji s'allient à Ichigo pour aller sauver Rukia. La Soul Society s'en retrouve divisée, affaiblie, quand soudainement, Aizen revient. Quelque chose qui semble impossible, après tout il était mort, mais qu'importe, maintenant qu'il est là, tout va s'arranger, il va régler la situation et réconforte même sa subordonnée, quand soudain... C'est à ce moment précis qu'on a su que Bleach pouvait nous retourner le cerveau, digne d'être dans le Big Tree aux côtés de One Piece et Naruto. Depuis le début, Aizen est un traître, il a trompé et dupé tout le monde. Derrière ses lunettes et son sourire se cache un homme cruel, calculateur et terriblement intelligent. Sa devise, diviser pour mieux régner. Son pouvoir, c'est l'illusion, c'est comme ça qu'il est capable de pouvoir simuler sa propre mort. Après avoir assassiné la fameuse chambre des 46, il s'est fait passer pour eux pour donner des ordres et exécuter Rukia, faisant intervenir Ichigo dans la Soul Society et créant la discorde au sein des capitaines. Mais ça va encore plus loin, plus l'histoire avance, plus on se rend compte à quel point Aizen avait tout prévu. Pendant des années, dans l'ombre, il a manipulé, tué et créé une armée de holos surpuissants. Tout ça pourquoi ? Pour Rukia, au plus profond de son âme est caché le Hogyoku, la perle de la destruction, un artefact qui peut donner la force de surpasser tout le monde, même le roi spirituel, le dieu de la Soul Society. Et c'est lui, celui qui régit le flot des âmes, qu'Aizen veut absolument détrôner. Il voulait utiliser l'exécution de Rukia pour récupérer discrètement l'artefact, mais contre toute attente, Ichigo arrive et la sauve. Les manigances d'Aizen tombent à l'eau, il n'a pas d'autre choix que de se révéler au grand jour et de voler le Hogyoku de force. Il retire ses lunettes, rabat ses cheveux, c'est clair, le grand méchant du manga a été révélé. Pour beaucoup, c'est le point central de Bleach, le moment où il est vraiment passé aux choses sérieuses. La trahison d'Aizen transforme l'histoire, d'une simple aventure sur un Shinigami, on passe à une épopée magistrale qui mêle combat, politique et morale. On a un twist similaire à la fin de l'arc Aizen, avec son bras droit, le fameux Ichimaru Gin, qui attendait depuis des dizaines d'années le moment opportun pour abattre le pire ennemi de la Soul Society. Bon, malheureusement, ça ne donnera rien, mais ce cliché du méchant qui n'en est pas vraiment un est assez récurrent dans le manga. On le retrouve même dans l'anime Kill la Kill avec le personnage de Satsuki qui trahit sa propre mère. Mais on le voit surtout avec Itachi qui depuis le début feint sa félonie envers Konoha tout en étant son plus fervent protecteur dans l'ombre. Et c'est typiquement ce genre de twist qui donne toute leur saveur au manga qu'on lit semaine après semaine. La plus grosse trahison de Sailor Moon. La fin de Sailor Moon est plus épique que la plupart des shonen d'aujourd'hui. Au début c'est très tranquille, Usagi reçoit la visite d'un chat de l'espace qui lui donne un cristal magique qui lui permet de se transformer en guerrière pour affronter les forces du mal. Ouais. Sauf que les méchants, ils deviennent vite très forts. Dans le dernier arc, c'est carrément une Sailor maléfique, Sailor Galaxia, qui menace de détruire toute la galaxie pour alimenter son pouvoir. Sailor Moon et les autres gardiennes tentent de l'arrêter, mais elle les surpasse en tout point. Elle tue l'amoureux d'Usagi et bat tous ses compagnons avant de leur donner un choix, la soumission ou la mort. Si les Sailors lui jurent obéissance, alors elle les épargnera. Tout le monde refuse, sauf Sailor Uranus et Neptune. Acceptant les pouvoirs de leur ancien ennemi, elles se retournent contre leurs camarades. Usagi est dévastée, l'amitié qui était pourtant la force inviolable de la série, celle qui a toujours permis aux héroïnes de triompher, vient de voler en éclats. Heureusement, c'était une ruse, une manière pour les deux Sailors de tenter de survivre et de se débarrasser de Galaxia par la ruse, mais ça, elles ne l'auront jamais dit. En tant que fan, sur le coup, ça fait un choc terrible. C'est la preuve que les Magical Girls ne sont pas que des histoires gentilles. Derrière les étoiles et les grands yeux, on n'a pas peur de faire du vrai drama. Celui qui a poussé cette idée encore plus loin, c'est Madoka Magica. Au début, ça a l'air tout gentil. Regarde, il y a Madoka qui vit sa petite vie tranquillement, un chat mignon arrive, il s'appelle Kyubei, il te propose de réaliser n'importe lequel de tes vœux. Tu dois juste recevoir des pouvoirs magiques et l'aider à combattre des sorcières. Madoka et ses amis acceptent, tout se passe bien, les ennemis sont tous rigolos et... Mamie meurt ? Ouais, ok, d'accord, en fait, devenir une Magical Girl, c'est pas une très bonne idée. Il y a plein de clauses cachées dans le contrat, et à force de combattre des sorcières, tu finis progressivement par en devenir une. Donc depuis le début, sans le savoir, les héroïnes ne faisaient que tuer leurs anciennes camarades. Kyubei n'est pas aussi gentil qu'on le pensait, c'est une race alien qui récolte l'énergie des Magical Girls pour assurer la perpétuité de l'univers. Même si c'est au prix de la vie d'innocentes jeunes filles, visiblement. C'est un retournement complet des codes du genre, le petit animal censé être le plus fidèle allié est en fait le grand méchant. Ça rend sa relation avec Madoka très intéressante, elle le déteste mais a besoin de lui pour se sortir de ce pétrin. Un concept renversant qui a révolutionné le monde des Magical Girls. On ne compte plus les histoires qui prennent un point de vue plus sombre et psychologique sur le genre. En un sens, la trahison de Kyubei a touché l'animation japonaise tout entière. La plus grosse trahison de Code Geass. Bon, asseyez-vous, dans cet animé, les trahisons, c'est pas ce qui manque. Dès le début, le Luigi Britannia, prince du plus grand empire de la planète, est renié par son père et exilé au Japon avec sa sœur malade Nunali. Il jure de se venger et rencontre une mystérieuse jeune femme qui lui donne un pouvoir étrange, lui permettant de donner un ordre absolu à n'importe qui, et il va commencer à partir de là à préparer sa rébellion. Sous l'identité de Zéro, le louche fonde les Chevaliers Noirs. En promettant la liberté, il attise des conflits, fomente des plans et élimine ses ennemis pour tenter de renverser son père. Dit comme ça a l'air chaud, mais malgré tout, c'est un héros positif. Il est loyal, en
empathique, et plus que de vouloir assouvir sa vengeance, il veut avant tout créer un monde où sa sœur peut être heureuse. Sauf qu'une rébellion, c'est pas si facile à faire. À cause de lui, beaucoup de gens souffrent et encore plus meurent. Plus il se rapproche de son but, plus il doit faire face aux conséquences de ses actes. Pire, son Geass, son pouvoir, finit par le trahir. Sans le vouloir, il ordonne à la princesse gouvernante du Japon de tuer tout son peuple. C'est le massacre, le louche a du sang sur les mains. Malgré tout ça, il va réussir à vaincre son père. Il a maintenant le pouvoir de créer un monde meilleur, mais décide de prendre sa place. Nouvel empereur de Britannia, il part en croisade contre le monde entier. Ultime trahison, il utilise même son Geass sur sa petite sœur pour la forcer à coopérer. Le louche est-il finalement devenu le monstre qu'il avait juré de détruire? Oui, mais pas vraiment en fait. Tout ça n'est qu'une gigantesque ruse. Il a conscience que tout ce qu'il a créé repose sur une montagne de cadavres et qu'il devra à un moment donné payer pour ses crimes. Il choisit de concentrer en lui toute la haine du monde entier avant d'orchestrer sa propre mort. Son meilleur ami remet le masque de Zéro et le tue devant tout le monde pendant une parade. Le règne de la terreur disparaît avec lui et sa sœur peut vivre heureuse dans un monde meilleur. Toutes les différentes trahisons de Lelouch ont formé des coups de théâtre dans la série. En un sens, pendant tout l'animé, il s'est petit à petit trahi lui-même. Et cette mort, c'est sa manière à lui de se faire justice, de redevenir celui qu'il aurait dû rester. Et bon, après ils l'ont ressuscité dans les films, mais ça on s'en fout, ça compte pas. La plus grande trahison de l'histoire des mangas. Jusque-là, on vous a parlé de twists, de méchants qui révèlent leur plan, mais une vraie trahison, c'est censé faire mal, et aucune ne te détruit autant que celle au cœur de Berserk. On connaît le manga comme le pilier de la dark fantasy, avec son gore et ses monstres, pourtant le début est bien différent. On y suit Guts, un jeune mercenaire avec une très longue épée, qui va joindre la bande du Faucon menée par le charismatique Griffith. Malgré son côté très mystérieux, les deux guerriers se lient d'une amitié très forte, ils écument les champs de bataille ensemble et se font un nom dans le pays tout entier. Tout est très terre à terre, on y voit très peu de démons, à la place on a le droit à des combats de chevaliers et à des prises de château fort. Bref, beaucoup de batailles médiévales classiques en somme. Le manga se concentre surtout sur la relation entre Guts et Griffith, les deux faces d'une même pièce, chacun avec un rêve et des méthodes bien différentes. Là où Guts arrive à se satisfaire de l'amour qu'il a trouvé dans les bras de Casca, une des membres de la troupe du Faucon, le chevalier blanc veut quelque chose de plus. Son souhait, c'est de transcender ce qu'il est, d'être plus qu'un mercenaire, de devenir un grand seigneur reconnu, écouté et respecté par tous. Et pour ça, il est prêt à tout, il remporte des batailles, grimpe des échelons et élimine ceux qui lui barrent la route. Et finalement, après toutes ces épreuves, il touche enfin son rêve du bout des doigts en courtisant Charlotte, la fille du roi qu'il est censé servir. Ça aurait pu être sa consécration, mais il se fait prendre et le roi a horreur de ça. Ce dernier l'enferme au cachot et ordonne qu'on le torture. Jour et nuit, coup de fouet, entaille, le bel homme qu'il était n'est maintenant plus qu'un être rachitique, il n'est même pas l'ombre de lui-même. Et à l'intérieur de Griffith, quelque chose s'est brisé. Pendant des années, il a tenté d'atteindre son rêve de manière honnête. Il n'a cessé de rejeter ses sentiments pour atteindre son objectif, mais cette punition, c'est la preuve que peu importe à quel point il essaye, on ne lui donnera jamais ce qu'il souhaite. Complètement à l'inverse de Guts, qui lui a réussi à trouver ce qui lui manquait. En vivant dans le présent, il a réussi à avoir tout ce que Griffith désirait. Sa jalousie monte, c'est à ce moment que l'œuf du roi, la Béhérite, revient devant lui. Le symbole de son ambition, s'il veut réaliser son but, il doit aller jusqu'au bout et sacrifier tous ceux qu'il a aimés. Alors commence l'éclipse, la scène qui a terrifié des générations entières de fans de manga. Les héros sont pris au piège dans un enfer de démons, tués un par un de façon plus grotesque les unes que les autres, pendant que Griffith prend place aux côtés des rois du mal. Pendant des années, on a adoré son charisme, son intelligence et sa loyauté. Le voir renier tout ce qu'il a construit, c'est comme si le monde s'écroulait. Tout ce sacrifice semble fait pour torturer Guts. Tous ses amis les plus chers meurent devant lui. Casca fait l'objet du pire des outrages de la part de Griffith, Guts étant forcé de regarder par des démons. Le message est clair, pour devenir l'être supérieur auquel il aspire, Griffith veut détruire l'objet de sa convoitise et de sa jalousie. Guts. Griffith a passé sa vie à faire ses preuves, déjouer des pièges, gagner progressivement l'estime de ses camarades, et en quelques années, Guts obtient aussi tout ça avec son talent martial et son charisme naturel, chose que Griffith a dû travailler toute sa vie. Griffith ne cesse de dire qu'il veut Guts, qui s'éloigne de lui à cause de sa relation avec Casca. Griffith n'a cessé de rejeter ses sentiments envers cette dernière pour atteindre ses objectifs. Guts, lui, les vit pleinement et c'est ce qui le rend si attachant à nos yeux, ainsi qu'à ceux de Casca. Cette scène entière de l'éclipse est une négation de tout l'être de Guts. Tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a obtenu se fait annihiler par la jalousie dévorante de Griffith. Ses amis, son talent martial symbolisé par la perte de son bras, sa perspective de fonder une famille. Griffith admet à travers l'éclipse que Guts était le meilleur d'entre eux depuis le début. Il a toujours vécu dans le présent avec ses amis, avec ses objectifs immédiats, tout en suivant et soutenant inconditionnellement son ami. C'est ce qui rend cette trahison aussi importante et marquante dans le média. Elle nous parle directement. Ce que vit Guts, c'est l'équivalent de ton meilleur ami te fait virer de ton travail ou tu venais d'avoir une promotion, couche avec ta femme et te coupe de tous tes amis. Comment
Comment ne pas devenir fou de rage après ça? Comment ne pas comprendre ce que ressent Guts à ce moment-là? Guts qui, dans ces quelques pages, devient l'incarnation de notre peur la plus profonde, celle d'absolument tout perdre. C'est là la vraie signification du nom de Guts. De prime abord, on pourrait penser que c'est parce qu'il ne cesse de se battre et de déchiqueter des gens, c'est donc normal qu'il s'appelle Entrailles. Mais c'est surtout car les épreuves qu'il traverse nous prennent aux tripes, on les vit comme lui, on les ressent pleinement grâce aux sublimes fresques de Kentaro Miura. Les trahisons sont toujours des moments marquants dans les mangas et les animés, notamment car elles nous renvoient une image de personnage principal qui perd quelque chose. C'est moche, ça fait mal, mais c'est ce qui lui permet aussi de se reconstruire. Ce ne sera jamais facile, à l'image de Guts qui bataille toute sa vie pour redevenir ne serait-ce que l'ombre de celui qu'il était autrefois, mais c'est grâce à ça qu'il se forge et devient progressivement un homme meilleur. Finalement, c'est la seule chose à retenir des trahisons rencontrées et des confiances brisées, c'est la façon dont vous vous relèverez qui, à terme, en fera quelque chose de positif ou non pour vous. Tout comme ce sont les leçons que vous retirez de vos mangas préférés qui définiront pour vous quelle sera la pire trahison, tout manga confondu.